Voilà, retour en plateau un peu plus tôt que prévu, puisqu'Emmanuel Macron est en train de s'exprimer aux côtés de Volodymyr Zelensky. Pour être indépendante, y compris dans les territoires que certains voudraient aujourd'hui contester. Je veux ici d'abord témoigner au président Zelensky, à travers lui à toute l'Ukraine, tout notre soutien après les nouvelles frappes qui ont visé le pays, martyrisé la ville de Kiev, et je voudrais ici redire nos condoléances. Et après ces dernières heures, la frappe qui a touché Dnipro, là aussi en faisant plusieurs victimes civiles. Ce bilan est lourd, insupportable, et il dit aussi combien la Russie signe et aggrave un peu chaque jour le forfait de son agression, en contredisant les lois les plus fondamentales de l'humanité et du droit international. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après 2 semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il était important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Après les discussions qui se sont tenues à Genève, les discussions qui se sont tenues ces derniers jours à Miami, et après la réunion que nous avons tenue de la coalition des volontaires, à laquelle a été associé pour la première fois à nos côtés le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris un rôle de médiateur, et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. Et c'est l'objectif central des négociations qui se sont tenues ces dernières heures et ces dernières semaines. Mais il est clair pour nous tous que lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens. Reconnue par le droit international, et elle est souveraine. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table, et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Lorsqu'on parle des actifs russes gelés, les pays concernés et l'Union européenne doivent être autour de la table, car ils en ont seuls compétence sur ce sujet. Et donc il est important sur chacun de ces points que les compétences soient bien respectées. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons d'avancer sur ce qui relève de nous. Nous avons donc finalisé le travail sur les garanties de sécurité, comme je l'évoquais, importantes pour la sécurité des Européens, des Français et des Ukrainiens. Les prochains jours donneront lieu à des discussions essentielles entre les responsables américains et la coalition des volontaires pour préciser la participation américaine à ces garanties, conformément à ce que nous avons décidé la semaine dernière. En parallèle, des discussions seront engagées pour que la Russie puisse donner toute clarté aux médiateurs américains dans ce contexte sur sa volonté de paix. Je ne doute pas que nous resterons tous unis aux côtés de l'Ukraine, du respect du droit international, de la paix et de la sécurité pour notre Europe. Je le redis ici aussi avec beaucoup de force, dans ce contexte, notre volonté, et je souligne la coordination très étroite que nous avons avec les Britanniques et les Allemands, est évidemment de bâtir une paix juste et durable pour les Ukrainiens, le jour d'après le cessez-le-feu, et pour l'ensemble des Européens. À ce titre, après les échanges que nous avons eus ensemble avec le président Zelensky, nous avons pu nous entretenir à la fois avec les négociateurs sur place à Miami, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires européens pour prévoir les prochains jours et les prochaines semaines et que tout le monde soit pleinement tenu au courant des avancées. Ce déplacement est également l'occasion, et je finirai là-dessus, pour la France de réaffirmer son soutien à l'Ukraine face aux tentatives d'effacer son identité. La saison culturelle qui s'ouvre aujourd'hui, en la présence de la première dame d'Ukraine, que je remercie et qui était à nos côtés, et qui sera avec mon épouse ce soir pour l'ouverture de
Ces travaux signent notre volonté d'œuvrer dans la durée ensemble pour cette culture ukrainienne et pour nos liens culturels. La première dame, Madame Zelenska, et mon épouse ont aussi été au Quai d'Orsay pour continuer l'engagement et le soutien international à l'initiative que vous avez lancée, que votre épouse a portée, Monsieur le Président, cher Volodymyr, celle en faveur des enfants déportés par la Russie. Ils sont plusieurs milliers et ce sujet demeure et demeurera jusqu'à la dernière seconde un point évidemment de mobilisation de tous. En tout cas, la rencontre d'aujourd'hui a permis de faire avancer la concertation entre tous les Européens, de coordonner aussi nos vues avec les négociateurs et de rappeler l'importance de la mobilisation de tous pour une paix juste et durable. Comme je l'évoquais, dans les prochains jours, il y aura des discussions entre la délégation américaine et une délégation russe. C'est à l'issue de celle-ci que une plus grande clarté sera faite sur la volonté ou non de la Russie d'avancer. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de soutenir tous les efforts de paix. Dans l'entretemps, nous continuerons de soutenir l'effort de résistance de l'Ukraine. Nous continuerons de sanctionner la Russie, car il en va de notre cohérence et il en va de notre sécurité. Je ne serai pas plus long, mais je vous remercie, Monsieur le Président, cher Volodymyr, d'être à nouveau à Paris. Vous savez tout notre soutien et toute notre amitié. Merci Emmanuel, merci à toi, merci beaucoup pour notre amitié, merci à la France pour son soutien d'Ukraine. J'apprécie beaucoup nos rencontres, notre coopération et ton soutien personnel. Merci à toi. Cher Monsieur le Président, chers journalistes, j'aimerais vous remercier pour votre attention envers l'Ukraine, pour ce soutien qui continue, pour ce soutien fort. Malheureusement, la guerre continue et on compte beaucoup sur votre soutien. On a beaucoup parlé avec le président de la République, avec Emmanuel. Je l'ai informé sur le travail de notre délégation. Emmanuel a donné son évaluation. Merci beaucoup pour tous tes conseils que j'apprécie beaucoup. On a échangé avec les leaders européens. Tu l'as déjà mentionné. Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas, Finlande, l'Eurocommission, le Conseil d'Europe, le secrétaire général de l'OTAN et d'autres pays. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup pour ces conversations extrêmement importantes aujourd'hui. Merci au président Trump pour son soutien, pour son aide, pour notre travail avec Emmanuel. On a parlé avec nos délégations. On était en contact avec Rustem Umerov, le représentant ukrainien, et son homologue américain Steve Witkoff. Keir Starmer était aussi en contact avec nous. Nous aurons d'autres rendez-vous et d'autres rencontres. Ce sont les jours où on pourrait voir beaucoup de changements venir. Hier, il y avait des négociations aux États-Unis. Demain, comme on sait, le représentant du président des États-Unis sera en Russie. On fait le maximum possible pour arrêter cette guerre. Il faut la terminer d'une manière digne. Et si aujourd'hui tout le monde travaille d'une manière honnête, pour la sécurité garantie, alors nous pourrons y arriver pour l'Ukraine, pour l'Europe, comme il faut, mais aussi pour les États-Unis, j'en suis sûre, pour les intérêts à longue durée du monde démocratique. Même si parfois on a l'impression qu'on est tout seul, chacun, les États-Unis, l'Europe, je vous assure, nous avons tous et toutes besoin de sécurité et de développement économique stable. C'est notre intérêt commun. Notre intérêt commun est de vivre sans guerre. La Russie devra mettre fin à cette guerre qu'elle a commencée
commencé, qu'elle continue. C'est seulement la guerre à la Russie et c'est la Russie qui devra mettre fin à cette guerre, à cette agression. Nos actions en commun aident beaucoup à ça. C'est évident ce qu'on devra faire, les garanties de sécurité, les garanties de préserver l'indépendance d'Ukraine, les garanties pour préserver la souveraineté d'Ukraine. On travaille beaucoup aussi pour éviter que la troisième invasion de la Russie ne se passe pas et que les négociations sur la paix puissent aboutir jusqu'au bout. La Russie a brisé tellement de fois toutes les négociations, tous les contrats, tous les accords. Et pour la Russie, c'est très facile de briser la paix. C'est pour ça que l'Ukraine, nous tous, nous avons besoin de garanties fortes de sécurité. Vous voyez tous à quel point la guerre a évolué depuis ces 4 ans, depuis le début de l'invasion russe. Les missiles, les drones, leur présence est beaucoup plus forte et beaucoup plus massive. Les Russes ciblent l'Ukraine tous les jours, comme vous le savez. Aujourd'hui, la Russie a ciblé d'une manière violente la ville de Dnipro. Malheureusement, il y a les gens qui ont perdu leur vie. Mes condoléances à leurs proches. Il faut enlever cette menace des frappes. C'est pour ça la question de sécurité est extrêmement importante et nous devrons trouver la solution. Je remercie beaucoup à la France et à tous nos partenaires qui, en tant que coalition, sont en train de préparer la sécurité bien réelle. Aussi, nous devrons garantir que la Russie ne puisse pas ressentir quelque chose qui soit aperçu en tant que récompense pour cette guerre. La guerre ne devra pas être une affaire de bénéfices, pour que les autres pays n'auront pas envie de refaire ces pas. Nous devrons aussi garantir la responsabilité pour de crimes de guerre sur le statut de loi de nos territoires qui sont aujourd'hui occupés par l'armée russe. Nous devons parler aussi des actifs russes. L'agresseur devrait payer pour son agression. Les plus fortes sont nos positions communes. Les plus fiable sera la paix. Et ça dépend non seulement de l'Ukraine, mais aussi de notre position commune en Europe, de la position des États-Unis. C'est pas seulement la question de quand la guerre se termine, mais aussi de combien de temps la guerre ne sera pas une menace pour nous. Nous nous préparons à un accord pour garantir la paix à long terme après cette guerre. Tous les partenaires devront se rendre bien compte de tous les risques. Encore une chose, aujourd'hui, en décembre, en France, comme Emmanuel, tu l'as mentionné, c'est l'heure d'Ukraine dans la dimension culturelle. C'est la saison ukrainienne qui démarre en France. C'est un signe à quel point notre partenariat est important. Nos premières dames, celles d'Ukraine, celles de la France, travaillent ensemble là-dessus. Merci beaucoup pour les universités françaises. 12 universités françaises ont rejoint l'initiative à implanter les cours ukrainiens. Merci beaucoup à nos partenaires qui ont initié plusieurs projets d'éducation et de culture. Pour nous, c'est extrêmement important. La culture renforce toujours la politique et on travaille beaucoup pour renforcer notre partenariat avec la France. Et j'en suis convaincue qu'on va continuer. Aujourd'hui, on a parlé bien sûr du sujet principal, c'est la fin de la guerre et le soutien de la part de nos partenaires, bien sûr, le soutien de la part de la France, mais aussi c'est la question de nos relations bilatérales. Merci infiniment pour la dernière tranche de l'aide militaire. Merci. La livraison a déjà démarré. Merci beaucoup aussi à toutes les institutions qui nous ont aidés, les systèmes de défense antiaérienne, les avions, etc. Merci beaucoup. Sur notre agenda, on a aussi évoqué nos relations économiques. On a mentionné la question sur la certification de permis de conduire ukrainien en France. Merci beaucoup pour votre soutien de notre
notre peuple ici en France. Merci infiniment, Francesco Emmanuel. Fontemaggi pour l'agence France Presse. Messieurs les présidents, selon une analyse publiée aujourd'hui par l'AFP, l'armée russe a réalisé en novembre sa plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an. Monsieur Zelensky, dans quelle mesure cette situation renforce pour vous l'urgence d'une solution négociée ? Et puis, s'agissant justement des négociations, une question pour tous les deux. Est-ce qu'il sort des dernières discussions en Floride, des échanges que vous avez eus aujourd'hui avec les négociateurs, une troisième version du plan américain qui sera présentée demain à Vladimir Poutine? Est-ce que cette version est désormais totalement acceptable par l'Ukraine et par les Européens? Et quels points sont conservés dans ce plan, notamment en matière de territoire? Merci. Merci pour votre question. Concernant les avancées, l'information est en accès libre. Moi, je m'adresserai plutôt aux sources ukrainiennes pour cette information. Bien sûr, la Russie avance, la Russie progresse. Bien sûr, il y a les attaques de la part de l'armée russe, mais aucune opération militaire n'a pas eu de succès. À Pokrovsk, il y a des batailles très dures, ainsi que dans d'autres directions. Par exemple, sur Kupiansk, on a plus de succès, même si la Russie dit que l'armée russe a envahi cette ville. Mais par contre, nous avons la ville de Kupiansk dans notre possession, sous notre contrôle. Vous voyez, il faut rester objectif. Les soldats russes sont nombreux. Le mois dernier, ils ont eu aussi les plus grandes pertes en octobre et en novembre. C'était les plus grandes pertes en presque 4 ans de la guerre. Vous avez les confirmations en vidéo. Il s'agit de 25 000 de soldats russes tués. La même chose sur les kilomètres. Il n'y a pas de secret. Bien sûr, il y a des avancées, mais voilà, c'est la guerre. Vous savez, pardon d'utiliser ce mot, mais la ligne de démarcation est vivante, elle bouge beaucoup. Il y a beaucoup de soldats russes qui s'approchent. Ils peuvent avancer, oui, mais vous savez, quand on parle de l'avancée, ça veut dire entre 10 et 20 mètres, puis peut-être un peu plus, et puis on reprend ce territoire, mais encore une fois, notre prérogative, ce sont les gens, de préserver les vies humaines. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à recruter de nouveaux soldats dans nos brigades. Je ne vais pas aller en détail. Votre question, comment tout cela impacte la fin de la guerre? On subit les pertes tous les jours. Les Russes ont des grandes pertes, mais chez nous, il y a aussi les grandes pertes. Bien sûr, on aspire à la fin de la guerre. Tous les jours, on fait le deuil pour nos gens. Vous voyez, ce n'est pas la question de mettre des kilomètres. Ce n'est pas la question qu'ils peuvent s'avancer. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Quand des gens parlent, vous savez, c'est la question de territoire. Non, la question, c'est toujours la vie humaine. Les avancées d'une armée, il s'agit toujours de garanties de sécurité. Nous devons se rendre compte qu'une fois la guerre se termine, il faudra avoir les garanties de sécurité pour éviter une nouvelle invasion. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et ça devrait être le but principal. Alors, la pression sur l'Ukraine, la pression politique, militaire, il y aura cette pression dans des directions différentes, non seulement sur le champ de bataille. On constate le plus grand nombre de frappes de missiles. C'est une pression sérieuse, non seulement psychologique, mais physique aussi, sur notre population en Ukraine, afin de briser les Ukrainiens. N'en parlons même pas des pas politiques sur ça. On va remplir nos obligations constitutionnelles là-dessus. Merci. Je ne veux pas parler au nom des médiateurs américains qui se déplaceront donc à Moscou dans les prochaines heures,
Mais ils vont mener une entreprise de médiation qui vise à clarifier les positions russes sur toute une série de sujets, dont celle de la paix. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Donc nous sommes encore à une phase préalable, mais je veux saluer les efforts de paix des États-Unis d'Amérique et l'effort de médiation qui sera fait demain une nouvelle fois. Валерія Пашко, Суспільне, The Public Broadcast of Ukraine. Monsieur le Président, en ce qui concerne les négociations d'hier, la première question c'est pour vous. Est-ce que la question sur les territoires ont été évoquée? Est-ce qu'il y avait de la pression sur cette question? Est-ce qu'ils ont mentionné la ligne de démarcation? Quels sont les résultats de ces négociations? Mais est-ce qu'ils ont parlé de garanties de sécurité de la part des États-Unis au cas de cessez-le-feu? What do you believe should be included in that package? Could there be any restrictions against Russian oil companies like Rosneft and Lukoil, which the US has imposed sanctions against before? Thanks. Merci. No, please. Merci pour votre question. Tout d'abord, je dois dire qu'on a eu des rencontres hier et aujourd'hui. On a eu quelques sessions. On vient de finir la dernière, il y a une trentaine de minutes à peu près, peut-être un peu plus. On était en contact avec d'autres partenaires, avec Emmanuel. C'était par téléphone. Ces rencontres, il s'agit d'un processus qui n'est pas encore fini. À vrai dire, la question du territoire est la plus difficile. La question d'argent et de reconstruction, à mon avis, je vais être honnête avec vous, et on en avait parlé, sans la présence des partenaires européens, il est difficile d'avancer parce que l'argent se trouve en Europe. Et ce ne sera pas juste d'avancer sans nos partenaires européens. Et en ce qui concerne la sécurité, il est très important d'avoir des choses concrètes de la part des États-Unis et de l'Europe. Alors moi, je dirais que ce sont les trois sujets magistraux et en même temps, ce sont les sujets qui ne sont pas simples. Il faut faire extrêmement attention. Merci beaucoup à nos partenaires en négociation. Le plan nous paraît aujourd'hui d'être meilleur. En ce qui concerne les questions différentes, de domaines différents, de ce qui concerne les territoires, alors la conversation sur les territoires durait 6h30. Voilà, pour vous dire que les négociations continuent. Les Américains nous ont partagé leur vision. Ils veulent partager leur vision avec la partie russe. Moi, reçois le retour de la part de notre délégation. Demain, ils vont prendre l'avion pour l'Irlande et ils vont expliquer pas à pas où nous en sommes dans les négociations. Et d'après ce que je comprends, la Russie reçoit la réaction des États-Unis. Et vice-versa, les États-Unis reçoivent la réaction de la Russie. Et voilà, je pense qu'après tout ça, on va voir où nous en sommes. Et ensuite, j'en suis sûre, nous aurons les échanges avec les partenaires européens sur les points que je viens d'évoquer. Et on attend d'avoir la discussion avec le président des États-Unis sur les aspects clés qui sont très difficiles. Merci beaucoup. La question, c'était sur les sanctions sur le pétrole et le gaz.
Nous avons décidé le 19e paquet de sanctions et maintenant nous sommes en train de préparer le 20e et la partie américaine s'est associée de leur côté aux sanctions sur les compagnies pétrolières. Ça, c'est pas fait nouveau. Et donc, maintenant, on peut dire que depuis le début de la guerre, la pression est au plan maximum. Donc, maintenant, la sanction va continuer en s'accroissant, mais il faut s'assurer aussi ce que nous avons pu intensifier en parallèle, c'est notre combat contre la flotte fantôme. Et ça c'est deux sources très importantes et c'est pour la première fois que nous avons une approche aussi complète en termes de train de sanctions. Donc, nous, en même temps, agissons sur le pétrole et sur la flotte fantôme. Et je vous assure que dans les semaines à venir, la pression sur la Russie sera croissante pour qu'elle puisse moins de moyens pour financer cette guerre. Monsieur le Président Zelensky, Monsieur le Président Macron, bonjour. Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Une affaire de corruption secoue l'Ukraine depuis plusieurs semaines et a coûté vendredi son poste au chef de cabinet présidentiel Andriy Yermak. Monsieur le Président Macron, est-ce que vous estimez, comme Donald Trump, qu'il y a, je cite, en Ukraine un problème de corruption qui ne facilite pas les négociations? Et Monsieur le Président Zelensky, est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire vous affaiblisse dans les négociations qui entrent désormais dans une phase décisive? Puis, Monsieur le Président français, je me permets un sujet supplémentaire. La Belgique continue de s'opposer fermement à l'utilisation des avoirs russes pour financer l'Ukraine. Comment les rallier à votre position? Est-ce qu'il sera possible de l'annoncer lors du prochain Conseil européen? Et comment s'assurer que cet argent, s'il était utilisé, ne soit pas détourné une fois en Ukraine? Merci. Sur les actifs gelés russes, je l'ai dit depuis le début, nous trouverons une option qui techniquement permettent de répondre à toutes les questions légitimes qui sont posées. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre Bart De Wever, qui pose des questions très précises, techniques. Et donc, il faut qu'on puisse avancer. L'objectif est de finaliser cela pour le prochain Conseil européen, donc avant Noël. Et la Commission aura d'ailleurs des décisions annoncées dans les jours à venir. L'objectif est que ces actifs soient bien protégés, si je puis dire, de tout changement et qu'on arrive à en garder le contrôle et qu'ensuite les règles internationales soient respectées, mais que nous trouvions les solutions adéquates pour donner de la visibilité à l'Ukraine et un financement de son effort de guerre dans le temps long, ou un financement du soutien de ses armées et de leur format dans le temps long. Et donc nous continuons le travail avec exigence et respect. Pour ce qui est des questions de corruption, je laisserai le président Zelensky répondre, nous sommes très vigilants. Mais les entités en charge ont été créées, renforcées, et elles font leur travail librement. Les décisions qui devaient être prises ont été prises de manière souveraine par les décideurs ukrainiens. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine? Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante et en sachant justement poursuivre tous les décideurs, quels qu'ils soient. Je note que vous n'aurez jamais de problème de corruption en Russie et que c'est ça qui devrait émouvoir beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'entité indépendante qui gère ces sujets-là. Et donc, comme on donne de l'argent, comme on soutient un effort de guerre, il est normal qu'on soit exigeant, qu'on regarde cela. Donc des comptes sont rendus. Mais je constate qu'en tout cas, la lutte contre la corruption fonctionne, puisqu'il y a des décisions qui sont ouvertes et des décisions aussi politiques qui sont prises. Mais n'oubliez jamais, quand on parle dans le débat français, que ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez jamais ce type de décision prise du côté russe, parce que la vraie dictature est là. Merci pour votre question. Votre question était comment des choses comme ça ont l'impact sur l'Ukraine. Tous les aspects ont l'impact sur les négociations. Toutes les
conséquences, les gens, etc. Il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, en tant que président du pays en guerre, moi, je prends les décisions différentes tous les jours. Ils sont différents et pour la plupart très difficiles. Moi, je continue à prendre les décisions focalisées sur le renforcement d'Ukraine. Merci. Bonjour, Lydia Taranok, une forme. La question entendue et pas entendue à la fois pour vous, et il y a plusieurs personnes qui attendent la réponse. Est-ce que vous avez défini à quel point la liste sera longue? Peut-être elle sera longue, ou peut-être vous connaissez déjà le nom. Qui et quand le directeur de votre cabinet suivant sera nommé? Peut-être vous le désignez aujourd'hui, peut-être c'est aujourd'hui que vous allez dire son nom. Malgré tous les efforts, les Européens restent à ce stade insuffisamment impliqués dans les négociations. Est-ce que le point du plan, entre guillemets, européen, notamment celui garantie de sécurité, seront intégrés aux propositions que M. Witkow apportera demain aux dirigeantes du Kremlin? Merci pour votre question. Je ne suis pas sûre que cette question soit très intéressante et pertinente pour le public français. Ah, ok, si. Ok, d'accord. Ok, je vois. Bon, je ne vais pas faire la sensation aujourd'hui, je ne vais pas articuler son nom aujourd'hui. J'ai prévu d'avoir des consultations supplémentaires à mon retour en Ukraine, je vais le faire. Mon choix va dépendre de quelques points. Je vais être honnête avec vous. La direction de cette politique, on va se focaliser sur la diplomatie ou bien d'autres directions très importantes. Bien sûr, nous avons des candidats sérieux en Ukraine et vous allez voir le résultat. Est-ce que vous pouvez nous dire au moins quelques noms? Attendons, pour ne pas vous dévoiler le nom tout de suite, pour ne pas réduire le choix. Répondre sur ce point. Non, sur la deuxième question que vous posiez, je pense qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un effort de médiation américaine. C'est une très bonne chose, qui va maintenant mettre la pression sur la Russie. Voulez-vous ou non la paix? Et au fond, c'est une nouvelle forme d'initiative, et je veux vraiment saluer les efforts du président Trump et de son équipe depuis février dernier. Ils ont proposé d'abord un cessez-le-feu. Rappelez-vous, mars de cette année, le président Zelensky dit « Je suis d'accord avec le cessez-le-feu ». Ils y vont, les Russes disent non. Ensuite, on a eu une autre proposition vers juin. On a retravaillé ici à Londres. Les Russes ont dit non. Après, il y a eu Anchorage, proposition américaine de médiation. Les Russes ont dit non. Les Américains proposent encore quelque chose. Ils ont une médiation. Voilà, on va attendre la réponse russe. Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter le combat, à faire la paix? Très important. Donc il faut les remercier de cela, de cet effort. Je note quand même que ça fait 3-4 fois que les Russes nous ont dit non. Donc, ils ne semblent pas très pressés de la faire. Là où vous avez un président qui a dit oui sur chacun des schémas, et nous l'avons soutenu. Maintenant, ça ne fait pas un plan de paix complet. La paix, ensuite, pour ce qui, on le sait bien, la rassemble, c'est un très gros travail. D'abord, les questions territoriales. Votre collègue a interrogé juste avant le président. C'est la responsabilité de votre président. Personne d'autre. Et c'est clair pour les négociateurs américains, ils l'ont rappelé. M. Rubio, le secrétaire d'État américain, l'a dit avec beaucoup de force et a raison. Ensuite, la question des sanctions des Européens. C'est les Européens qui décideront sur un plan qu'il faudra bâtir ensemble. On ne l'a pas fait. Et donc, je pense qu'il faut bien voir que cette médiation américaine, elle concerne les Américains avec les Russes. Et ils se sont concertés avec principalement l'Ukraine, ce qui est normal, et avec nous. Mais ça n'est pas un plan de paix complet. Le plan de paix complet, il faudra l'Ukraine autour de la table, la Russie autour de la table et les Européens autour de la table. Donc, ce n'est pas encore maintenant, mais ça va arriver. Nous, depuis février dernier, on s'est préparés. En particulier sur la question des garanties de sécurité, qui est importante à 2 titres. Le premier, c'est pour que cette paix soit durable pour l'Ukraine.
et qu'à nouveau, elle n'est pas une agression comme en 2014 et 2022. Et pour nous, Européens, pour cantonner la puissance russe et éviter qu'elle ne se rapproche. Et donc, à ce titre, on a préparé, on a fait toute cette planification dans le cadre de la coalition des volontaires. Et donc là, nous, on est prêts à négocier. De la même manière, on aura finalisé le travail, comme je l'évoquais à votre confrère, dans les prochains jours, sur la question des actifs gelés russes. Donc voilà, il y a comme ça une série de sujets qui vont constituer à la fin un plan de paix et auxquels nous serons menés, dans lequel les Européens auront un rôle central, parce que plusieurs des sujets que j'ai réitérés au cours de cette conférence de presse ne peuvent être décidés sans les Européens. Néanmoins, il faut saluer l'importance de cette médiation américaine et j'espère qu'elle permettra de rapporter des indications d'une volonté de paix russe et des précisions sur cette volonté de paix russe et qu'elle existe. Voilà. En attendant, je redis ici notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien et à ses dirigeants, parce que chaque jour où on parle de paix en voulant entendre ce message depuis la Russie, on voit les bombes qui, venant de la Russie, tombent sur le sol ukrainien, tuent des civils, les plongent dans le froid, dans l'obscurité. Et donc les faits sont têtus. Comme disait il y a plus d'un siècle cela, un autre Russe. Les faits sont têtus et les faits disent plutôt la guerre. Et donc nous devons continuer d'aider l'Ukraine à résister et de bâtir une paix durable par la négociation. Cette conférence est maintenant terminée. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Merci, Président. Merci so much. Dziękuję, Emmanuel. Merci. Merci, Emmanuel. Maintenant ? Voilà, on va vous montrer la dernière image donc d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky qui ont clôturé cette conférence de presse. Au moment où l'on parle de la paix, la Russie, dit Emmanuel Macron, continue de tuer et détruire. Voilà les deux hommes qui quittent cette salle de l'Élysée. Le président a accueilli pour la 10e fois son homologue ukrainien au palais de l'Élysée. Steve Witkoff, lui, l'émissaire américain, sera reçu demain à Moscou. Nous devons finir cette guerre rapidement, c'est ce qu'a dit le président Zelensky. Le président Macron, lui, a parlé d'un moment crucial, décisif pour la paix. Johan Baudin, vous êtes sur place, on sent une intensification là, diplomatique, un désir d'aboutir à la paix, sauf peut-être de la part des Russes, et c'est bien là le sujet qui a été soulevé par Emmanuel Macron. Oui, exactement. C'est probablement un moment décisif pour la paix en Ukraine et la sécurité en Europe, a rappelé Emmanuel Macron. Ce 1er décembre, 34 ans jour pour jour après le référendum pour l'indépendance de l'Ukraine. Emmanuel Macron qui a eu ces mots, on parle de paix, mais la Russie continue ses frappes et cela constitue une insulte au droit international. Il a redit ces mots, les faits sont têtus, faisant référence à la frappe meurtrière qui a ce matin endeuillé la ville de Dnipro. Il a rappelé que les Américains étaient médiateurs, mais selon lui, il est clair que quand on parle de paix, chacun a son rôle. La Russie doit cesser son agression et les questions de territoire dans ces pourparlers sont de l'ordre de la souveraineté ukrainienne. C'est aux Ukrainiens de décider. Et pour les garants de la paix, la coalition de volontaires, pour le jour d'après, les Européens doivent être autour de la table, comme pour les avoirs russes qui sont gelés en Europe. Emmanuel Macron qui a affirmé avoir finalisé le travail sur les garanties de sécurité. Être autour de la table donc dans ces négociations, car l'Elysée a été le siège d'une sorte de mini-sommet à distance et en urgence. Volodymyr Zelensky a été invité à la hâte à Paris alors que se déroulent des négociations sensibles sur le plan de paix pour l'Ukraine en Floride. Les deux chefs d'État ont une succession d'entretiens par visioconférence avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et plusieurs dirigeants européens, allemands, polonais, italiens, norvégiens, finlandais ou danois, ainsi qu'avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le secrétaire général de l'OTAN. Les Européens qui, en quelque sorte, depuis le début de ces négociations, il y a 10 jours, coachent les Ukrainiens. Ils entendent donc donner des gages au président Zelensky pour peser dans ces négociations face aux atermoiements de l'administration américaine. Dans la foulée de ces entretiens, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont discuté avec les négociateurs américains et ukrainiens qui sont en Floride et depuis hier, ils négocient les contours d'un futur accord pour ce plan de l'administration Trump qui ne cesse d'évoluer mais doit être présenté bientôt à Vladimir Poutine. Une troisième version donc qui est encore en train de s'écrire. L'émissaire américain Steve Witkoff et le négociateur ukrainien Rustem Umerov poursuivent leur réunion outre-Atlantique et des questions sont encore en suspens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, doit rejoindre l'Irlande demain pour y retrouver son négociateur
négociateur Roustem Umerov et faire le point, tandis que M. Witkoff est attendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Il faut dire que le président ukrainien est sous pression américaine pour signer un accord, mais sous quelles conditions? Il s'agit donc pour la France et les Européens d'être autour de la table et de resserrer les rangs derrière le président Zelensky. Car il reste encore beaucoup de questions en suspens et les Européens souhaitent être à la manœuvre comme ils le sont depuis 10 jours. Ils ont réussi à obtenir des avancées, comme le format par exemple de l'armée ukrainienne. Elle devrait rester à 800 000 soldats, ou la question de l'impunité de la MI6 sur les crimes de guerre qui a été écartée. Mais des points sont encore en suspension. Il y a la question de la captation des avoirs russes. Les États-Unis veulent avoir la main sur 100 milliards d'euros d'avoirs russes et mettre à contribution les Européens sur quelques 100 milliards supplémentaires, alors que les Européens, eux, préparent un plan de financement, un prêt adossé à ces 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour la reconstruction du pays. Autre point, eh bien, la question des garanties de sécurité. Paris et Londres proposent le déploiement en deuxième rideau sur le sol ukrainien d'une force de réassurance de la coalition des volontaires qui regroupe une trentaine de pays. Une fois le cessez-le-feu obtenu, une force que les Russes refuse. Reste encore la question primordiale de la ligne de démarcation, de la ligne de contact et des concessions territoriales demandées à Kiev. Moscou revendique la totalité des oblasts de Louhansk et de Donetsk et une zone tampon. Les Ukrainiens seraient alors contraints de quitter leur position établie depuis près de 10 ans. Et là, les Ukrainiens refusent ces concessions territoriales. Et c'est vrai, Karim Eliaoui, on a entendu deux mots de la part de la bouche de Zelensky. Il dit que ce sont les priorités, à savoir les garanties de sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. On est bien loin là du plan américain qui prévoit un grignotage des terres ukrainiennes, même ces terres qui sont toujours contrôlées par Kiev. Oui, clairement, c'est la principale difficulté que cette question territoriale. Les Ukrainiens, on l'a bien compris à travers la bouche du président Zelensky, ne sont pas prêts à abandonner ces territoires. Et d'ailleurs, la tonalité de cette prise de parole d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky n'était pas particulièrement optimiste, puisque les deux hommes ont commencé en expliquant que la guerre était toujours en cours. Emmanuel Macron a parlé de ces villes de Kiev notamment, ou de Dnipro comme des villes martyrs. Et finalement, cette conférence de presse a résumé la principale difficulté, c'est que l'ensemble des acteurs et de tous ceux qui sont concernés par ce conflit ne sont pas tous ensemble en train de parler pour trouver une solution. On voit les Américains qui discutent un coup avec les Ukrainiens, les Américains qui le lendemain discutent avec les Russes, les Européens qui tentent de se raccrocher parce que c'est aussi la sécurité de toute l'Europe qui est en jeu, et on n'a jamais réussi à dépasser ce morcellement des dialogues. On a vu cette coalition des volontaires d'un côté, ces réunions des ministres de la Défense de l'autre, ces dialogues en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, mais à aucun moment, finalement, depuis des mois, tout le monde s'est mis autour de la table pour trouver une solution. Et donc, on a des dialogues par-ci, par-là qui se contredisent, qui s'entrechoquent. Et c'est ça qui rend extrêmement difficile ces négociations clairsemées. Et sans doute que Steve Witkoff, qui va aller du côté de la Russie, va être porteur de ces nouvelles propositions. Et sans doute que les Russes vont avoir une toute autre vision, avec un tout autre regard, qui va nous ramener finalement au point de départ, avec cette incapacité de rassembler tout le monde autour de la table, qui serait le seul moyen véritablement d'avancer sur cette paix ukraino-russe. Pourtant, Poutine a une grande table, hein, on l'avait vu avec Emmanuel Macron avant l'invasion à grande échelle. Merci beaucoup, Karim. On suivra demain la rencontre Witkoff-Poutine à Moscou. Tout de suite, c'est